Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 décembre 2022. Alors voilà, je voudrais répondre si jamais François Bon écoute cette petite vidéo. Je ne laissais évidemment pas sous-entendre ou même qu'on puisse penser que que les écrivains, que les philosophes français souffraient euh, d'alcoolisme. Ce que je voulais simplement dire, c'est que les Français, en tout cas dans une bonne proportion d'entre eux, ont le sens des plaisirs de la table. Et voilà. Euh, et que leur rapport à la nourriture et au vin n'est pas le même qu'au Québec ou plus largement en Amérique du Nord. Et Montréal, qui subit à la fois l'influence anglo-protestante, toute tournée vers le travail, l'économie dans le sens de ne pas dépenser son argent, la connaissance de l'argent, et l'hiver impose, impose aux Québécois dans leurs mœurs infiniment plus de sobriété que, que une grande partie des Français. Et pour un Québécois, passer 6, 7 heures à la table, comme il m'a été donné de voir à plusieurs reprises en France, ici, au Québec, c'est plutôt rare. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais les gens se visitent moins, se fréquentent moins. Est-ce l'effet de l'individualisme? Moi, j'y vois l'influence anglo-saxonne, j'y vois aussi l'influence de l'hiver. Alors voilà, François, si tu écoutes cette petite vidéo, j'espère que je ne t'aurai pas heurté. Parce que de toute façon, pour moi, l'art de vivre à la française se perd même, selon moi. De ce que je peux observer, les mœurs nord-américaines, j'aurais envie de dire, à chaque décennie, prennent de plus en plus d'importance. Et honnêtement, je le regrette. Je le regrette. Euh, j'ai vu dans les années 70, lors de mon premier voyage en Europe, au milieu des années 70, les fast-foods, ça n'existait pratiquement pas. Et je les ai vus se multiplier quasi à l'infini dans toutes les villes de France. Et pour moi, voir apparaître des McDonald's qu'on et qu'on y serve de la bière et qu'on y mette divers condiments propres à la culture française, culinaire, ne m'apparaît pas comme une avancée civilisationnelle. Et je peux comprendre aussi qu'une partie des Français sont réfractaires à cette américanisation euh, grandissante dans ce que je peux observer. Et quand José Bové a détruit un McDo, je dois avouer que c'était un geste quand même qui m'avait plutôt plu. Bon, après, évidemment, José Bové, quel personnage étonnant, mais on aime. En fait, j'ose pas dire que c'est la France qu'on aime, la France qui brise qui casse les McDo, mais on aime penser quand même que les Français. J'ai raconté ici ou ailleurs, je ne sais pas trop, peut-être ici, lors d'un voyage que j'ai fait il y a une vingtaine d'années en Normandie. Je m'étais retrouvé avec des jeunes auvergnats qui s'en allaient faire un stage à New York en business, des jeunes des HEC. Et eux m'expliquaient que le problème des Français, c'était l'attachement aux vieilles pierres. Cet atavisme-là qu'il faudrait, au fond, il faudrait faire exploser, il faudrait dynamiter les, euh, les vieilles maisons. Au fond, il faudrait faire sauter le patrimoine. Car cet attachement-là au patrimoine, qu'ont les Français en particulier et les Européens en général, euh, empêche le progrès. Empêche ce que Schumpeter aurait
puis dire, la destruction créatrice. Alors, oui, on rase tout et on recommence, c'est bon pour l'économie. Et moi, j'ai été fasciné de voir des maçons français travailler. J'ai été fasciné de voir comment les métiers de compagnonnage se transmettaient. Et je crois comprendre quand même qu'aujourd'hui, le retour à certains métiers manuels, à certains métiers traditionnels, liés au patrimoine, a les faveurs d'un nombre croissant de jeunes Français. Pour moi, c'est enthousiasmant. Alors voilà, François, j'espère, si tu écoutes cette vidéo, mieux comprendre les propos que j'ai tenus, peut-être en emporte-pièce, parce qu'il faut dire aussi, moi-même, depuis quelques jours, je passe de longues heures à tabler, à boire, peut-être plus que de raison, à manger, évidemment, plus que de raison. Et le 3 janvier, je vais me mettre à une diète pour perdre les kilos qui ne cessent de s'additionner sur ma pauvre carcasse de Québécois. Alors aujourd'hui, la vidéo va être courte parce que justement, ce n'est pas les conversations de table qui sont plaisantes, c'est agréable. On réfléchit assez peu, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est étonnant, en fait. Il faut avoir de l'esprit lorsqu'on est en bonne compagnie, mais il ne faut pas non plus user de trop d'intelligence. Alors les sujets lourds, les sujets qui fâchent, les sujets conflictuels, on les évite. Et on doit développer l'art de la conversation, c'est-à-dire être léger, humoristique, faire de telle sorte qu'au fond, les uns et les autres, on puisse se dire au terme d'une soirée, on a passé un bon moment, on ne s'est pas pris la tête, on n'a pas refait le monde, on n'a pas critiqué, on n'a pas chialé, ça c'est... Les Français râlent, les Québécois chialent. Non, on a bien rigolé, il y a eu des saillies, il y a eu des mots d'esprit, il y a eu des allusions même parfois à double tour. Bref, l'usage de l'intelligence en mouvement. Alors dans les prochains jours, aujourd'hui nous sommes le 27, je vais faire quelque chose que je pense n'avoir jamais fait au cours de ces 11 années parmi vous. Le 4 décembre 2011, je commençais ma... En fait, c'était pas le 11, c'était pas le 4 décembre. La toute première vidéo, c'était en février 2011. Et pendant ce qu'on a appelé à l'époque les révolutions arabes, qui m'avaient, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup enthousiasmé. Avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui, les avancées sont inexistantes. En fait, Ben Ali a fini par quitter la Tunisie et il est mort d'un cancer après être parti avec un demi-milliard de dollars en lingots d'or. Kadhafi a été foudroyé d'une balle par un jeune adolescent. Moubarak est mort également en prison, tandis que Bachar el-Assad, qui pour rester au pouvoir a commis un effroyable bain de sang, a quant à lui été sauvé par son ami, le très sympathique Vladimir Fokov Poutine. Alors, voilà, nous en sommes. Et Bachar el-Assad et la méthode syrienne est aujourd'hui utilisée en Ukraine. Alors, ce qui a été la doctrine syrienne, eh bien, est appliquée avec beaucoup de férocité contre l'Ukraine. Alors, et on se rappelle tous la fameuse ligne rouge de Barack Obama qui avait promis que si les Syriens, si les armées de Bachar el-Assad utilisaient
des armes chimiques sur les populations civiles, eh bien, ils encourraient de graves risques et que l'armée américaine, sans doute, sévirait. Il n'en a rien été, et je pense qu'à partir de ce moment-là, en tout cas pour ma part, les Américains ont perdu beaucoup, beaucoup de crédibilité. Obama, en tout cas, a fini par rien faire du tout. Alors, il y a eu après ça, quelques années plus tard, peut-être un an ou deux plus tard, les Iraniens ont tenté à leur tour de se débarrasser des barbus. Ils ne sont pas parvenus. On comprendra aujourd'hui aussi qu'ils n'y parviendront pas, sans doute pas. Et voilà. Alors donc, ce que je vais faire, vous disais-je, je vais vous parler. En fait, il reste quoi? Il reste 3-4 jours à la fin. Oui, 4 jours. Avant la fin de l'année, je vais vous faire une sorte de bilan des 10 livres qui m'ont le plus interpellé au cours de l'année 2022. Il y aura pas de. Ça ne sera pas première position, 10e position. Je vais si j'avais 10 livres à retenir au terme d'une année, somme toute, assez studieuse quand même. Elles le sont toutes, mais celle-ci n'a pas échappé à la règle, malgré certaines difficultés personnelles. Les livres que je dirais, ouais, je pense que ceux-là, je les relirai, ou je pense en tout cas, ils ont été des moments importants dans mon année de lecteur. Aussi, peut-être aussi, je vais faire quelque chose d'un peu étonnant, les moments d'amitié. Oui, parce que c'est une année où plusieurs personnes ont fait preuve d'amitié à mon égard. Et certaines de ces personnes-là sont des gens que je n'ai jamais rencontrés. Certains d'entre vous qui écoutez mes vidéos, et je sais que dans certains cas, vous les écoutez tous les soirs, en tout cas, et je trouve ça incroyable, honnêtement. Et en fait, c'est pour ça que je continue. Je continue pour vous. Je continue évidemment pour le plaisir que j'ai à les faire, mais je continue aussi en me disant, il y a quelqu'un à quelque part qui m'écoute. Et c'est pour moi assez extraordinaire, je dois vous le confier. Alors ça va être aussi peut-être les moments d'amitié. Ouais. Une vidéo qui va être consacrée à mes amis virtuels, qui souvent ont plus de poids, plus d'existence, et font preuve de plus d'amitié que certaines personnes qui peuvent m'arriver de croiser tout au long de ma vie, mon existence, ou en tout cas tout au long d'une année. Et aussi, je vais vous parler en fait de livres dont je me suis porté acquéreur au cours de l'année et que j'ai l'intention de lire au cours de l'année qui vient, 2023. Et sans doute, je vais faire une autre vidéo sur les livres dont aussi je me suis porté acquéreur et que je ne pense pas pouvoir lire au cours de l'année 2023, soit parce que l'intérêt est passé, soit parce que... Ah, puis il y a des livres, j'ai des regrets de ne pas avoir lu. Et ça, livre à lire, livre que je pense que je n'irai pas en 2023, et peut-être aussi une vidéo, pas peut-être, une vidéo aussi qui va être consacrée aux 10 livres, en tout cas, qui marquent dans mon esprit de lecteur l'année 2022. Alors, j'annonce le programme. Étant donné que j'ai fait autour de 330 vidéos consécutives, ce qui est comparable à la séquence de 2012 où j'ai suivi avec passion et espérance le printemps québécois. J'ai aimé cette période-là où tout à coup, l'utopie réapparaissait dans le champ politique. Et je pense aussi que ça va être la tâche des intellectuels tacticiens de ne pas faire que des analyses savantes, justes, fondées, réfléchies sur l'état de nos sociétés, mais de proposer qu'il y ait des avancées
je dirais même au niveau poétique, parce que les grands changements, ou en tout cas les changements espérés, souvent s'accompagnent d'une parole libérée, d'une parole poétique, comme on l'a vu en 2012, où les mots de Gaston Miron résonnaient aux quatre coins de la ville. Et évidemment, il y avait les rabat-joie pour nous expliquer ci, pour nous expliquer ça, pour nous expliquer que il y a des vandales, on ne met pas une société en ébullition pour des frais de scolarité, des gens qui, au fond, n'ont qu'une seule envie, c'est qu'il ne se passe jamais rien. Mais dans la vie, il se passe toujours des choses. Et parfois, les choses qui surviennent nous sont imposées. Souvent par les mêmes qui souhaitent qu'il ne se passe rien, sauf les changements ou les transformations que eux induisent dans nos existences. Alors là, oui, ils sont contents de nous faire avancer, ils sont contents de nous amener là où peut-être on n'a pas envie d'aller, ou là où même on pensait jamais aller. Et c'est souvent les mêmes, les organisateurs, ceux qui nous organisent, et les esprits rabat-joie, les esprits cyniques, les esprits réalistes. Je ne sais pas si on a toujours envie d'avoir des esprits réalistes autour de nous. En tout cas, moi, je ne sais pas si j'en suis un. Mais j'ouvre mon échoppe jour après jour, je balaie devant ma porte jour après jour. Je fais mon possible pour apporter quelque chose à ma petite société, dans la mesure de mes moyens. Et ce printemps-là, 2012, alors j'ai fait des vidéos tous les jours et j'étais content de suivre ça. Et je le disais à mes jeunes amis, parce qu'à l'époque, je venais d'avoir 50 ans et beaucoup s'étonnaient. Qu'est-ce qu'un type de 50 ans fait comme ça dans les rues à manifester? Et moi, je leur disais, moi, je n'avais jamais connu ça dans ma vingtaine. Je n'avais jamais connu une telle spontanéité, une telle créativité, une telle énergie. Je n'avais jamais connu ça et je ne pouvais pas m'empêcher de saluer ce mouvement étudiant qui a entraîné à sa suite une partie importante de la population québécoise. Et qui a planté des germes ici et là de business alternatives, d'initiatives individuelles. Des gens se sont remis en question, des jeunes se sont mis à réfléchir. Beaucoup m'avaient dit à l'époque que leur moment de prise de conscience politique, ils l'ont fait en 2012. Et même chez certains jeunes politiciens aujourd'hui, fort en vue, ou en tout cas importants dans leurs partis politiques respectifs, le mouvement étudiant de 2012 aura été un moment de révélation. Alors je pense que ces mouvements-là, utopistes, collectifs, sont susceptibles de faire naître des vocations et sont susceptibles de libérer une sorte d'énergie enfouie, trop souvent balisée par les lieux communs ou la culture de masse industrielle, tout simplement. Il est bon que tout à coup, il y a quelque chose que le grand corps social, le gros animal, dit l'autre, il est bon qu'il s'ébroue, qu'il se mette en mouvement. À demain.